samedi et je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Vous êtes sur votre chaîne et vous faites bien. Cette semaine, focus sur ces moments solo que nous qualifions de super-héroïnes. Elles n'ont pas fait le choix de la maternité en solo, mais circonstances parfois obligent, le parcours de la vie oblige. Elles se sont retrouvées seules. Aujourd'hui, je suis ravie de donner la parole à Jeanne-Claire Ambo, cette jeune maman installée dans la capitale économique du Cameroun qui, malgré tout, contre vents et marées, a choisi de garder ses bébés. Son parcours est des plus inspirants. Mais avant de donner la parole à tous nos invités, parce que vous êtes naturellement certains, je ne serai pas seule tout au long de cette émission. Un clin d'œil du côté de Joyce, la nouvelle venue dans la famille Moi Femme, qui nous parle de ces femmes qui ont fait l'actu de la semaine. Joyce, bonjour. Hello Adrienne, and welcome yet to another edition of Elfong L'actu. Today we will be taking you to Ethiopia, where the 29th edition of the General Assembly of African First Ladies is currently taking place, running from the 12th to the 16th of February 2024. Under the theme, Building Beijing, First Ladies Championing Africans' Leadership and Rights Through African Heritage. You should note that the main objectives of this edition was to celebrate the 30th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action, which equally promotes women's leadership and rights within African heritage and strengthens advocacy for health and empowerment initiatives. Taking you to Ghana, where we'll be meeting Amina Priscille Longo, who has managed to retain her position as the Minister of Women's and Child Affairs after the newly elected Chadian government. This follows an announcement that was made on February 6th. You should know that she is the founder of Child Helping Hand, which is an organization that seeks to help people meet basic needs. Through her impacting activities, this gave a chance for her to share her vision with the First Ladies of Chad, Egypt, and France. It was a sad day for the whole science community in Africa and beyond, with the South African government announcing the passing of Senemil Masango. Popularly known as the Queen of Science, she was the first Black woman to be integrated in the research team for European nuclear research. She was equally recognized by the African news publication Mail and Guardian as one of the country's top 200 scientists under the age 35. She led an exemplary life and always encouraged the women of color to get into science before the cold hands of death swept her off on February 10, 2023. The 25th edition of Young Filmmakers Days was celebrated in Garua from the 5th to the 8th of February 2025 under the theme, The Role of Women in Sahelian Cinema. Throughout this event, there were activities such as conferences, debates, and workshops which highlighted the importance of cinema in local development. And finally, the Bikutsi singer Katino was appointed as a Grand Notable of the 3rd degree chiefdom of Longkak, located in the central region. However, her enthronement has sparked a lot of discussions and controversies, especially regarding whether this new title corresponds with the Christian beliefs she has been currently associated with. Voilà Joyce Leslie, bienvenue dans la famille. Pour une première, ça, chapeau. Voilà, on poursuit, je vous le disais, j'accueille avec beaucoup de plaisir Jeanne-Claire Ambo, qui est responsable marketing dans une agence de voyage et tourisme au cœur de la capitale économique du Cameroun, Douala. Bienvenue, Jeanne. Bonjour. Merci. Nous avons construit cette émission autour de votre vie, votre parcours de maman solo. Et comme je le disais aux invités, c'est un parcours des plus inspirants. Et ils auront le temps de comprendre pourquoi. Merci d'avoir accepté de partager votre vie, parce que c'est votre vie, plus qu'intime même, que vous allez dévoiler ici. Mais cette fois-ci, sans baisser la tête, mais comme une femme
super-héroïne, parce que c'est comme ça que nous avons décidé de vous qualifier. Merci. Bienvenue. Merci. Martial, je finis d'abord avec les dames. J'accueille également Sylvie Ekobé, qui est juriste, conférencière féministe et très attachée pour la défense des droits des femmes. Tout à fait. La défense des droits des femmes, c'est mon dada au quotidien parce que je pense qu'il faut les assister, aussi bien physiquement que psychologiquement. Physiquement, c'est-à-dire les accompagner, accompagner les procédures devant les juridictions, une aide juridique appropriée, mais également psychologiquement parce que je suis disponible. Elle peut m'appeler à n'importe quel jour, je suis présente. Mais également à travers mes écrits, parce que vous avez voilà. également auteur. Et puis, j'ai commis un livre, Le droit des femmes, dans la peau d'une femme. Puis récemment, je suis en train voilà, depuis décembre 2024, vous êtes en train de finaliser. Rien ne nous échappe, hein. On fouine. Les résilientes. En fait, les résilientes, c'est un peu comme ces femmes-là qui ont traversé des turpitudes dans la vie et qui... par leur force, ont réussi à sortir des centres et puis pour rayonner. Parce qu'il faut dire que les femmes au Cameroun traversent énormément de difficultés. La société est essentiellement patriarcale, ce qui fait qu'à chaque pas que nous faisons, nous avons les bâtons sur les roues, par déjà nos traditions, mais également par les lois législatives qui sont extrêmement discriminatoires vis-à-vis des femmes. Donc la majorité des femmes, l'on se retrouve toujours dans des difficultés. Il faut toujours prouver qu'on existe. Il faut toujours essayer de batailler au quotidien pour montrer à la société qu'on ne peut pas construire une société sans l'apport de la femme, parce que la femme camerounaise compte 52% d'une force vive. Donc dès lors qu'on met de côté ce pourcentage qui est extrêmement élevé, c'est une société qui ne va pas aller grandissant. Donc il est important qu'on puisse travailler de commun accord avec les femmes. Au-delà de votre statut de juriste, je tiens à préciser que vous militez également, comme vous l'avez signifié. Non seulement vous êtes écrivaine, et Résiliente cadre vraiment, les Résilientes cadrent vraiment avec la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, mais c'est plus votre statut de juriste que nous allons mettre en avant ici. Pourquoi? Parce que, comme partout ailleurs, le phénomène de maman solo est croissant. Ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Et certaines, comme le cas de Jeanne Ambo, n'ont pas choisi ce statut-là, mais concours de circonstances, la vie a fait que les choses se passent ainsi. Vous allez nous éclairer sur les lois, parce que pour faire un enfant, il faut être deux. Et on se pose la question, mais où est le papa? Et puisque la deuxième personne tend à fuir sa responsabilité, parce qu'il faut dire les mots, il faut dire les choses telles qu'elles sont, vous allez nous dire ce que la loi prévoit. Est-ce que cette loi est assez forte ou c'est plutôt finalement une loi qui permet justement de se défiler et de vivre sa vie simplement et maman doit gérer le reste? Okay. D'accord. Martial Nufeniam, que nous ne présentons plus, les habitués le connaissent, notre psychologue clinicien. Bonjour Adrienne. Bienvenue. Qui s'annonce pleine de couleurs, juriste, psychologie. Voilà. Et je pense qu'au sortir de cette émission, nos téléspectateurs seront plus qu'édifiés. Et pour celles qui sont peut-être dans une situation où elles se disent c'est le désespoir, il n'y a pas d'issue, regardez cette émission à la fin. On verra si vous pensez toujours pareil. Jeanne, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez... C'est vrai qu'on ne demande pas généralement aux dames quelle est leur âge, mais je suis moi femme, puisqu'on veut inspirer d'autres femmes, je me permets. Quel âge, Jeanne? 38 ans. Vous n'avez pas toujours été directrice marketing, responsable marketing? Non. Est-ce qu'on peut revenir? Mon parcours est très long. Voilà, à la base, je suis technicienne de laboratoire. J'ai exercé dans le domaine du labo pendant 6 années. Et quand j'ai terminé avec le labo, vu que notre boss à l'époque, il avait fermé son labo, nous sommes allés au quartier et il fallait forcément trouver quelque chose à faire. C'était important parce que lorsqu'on a des enfants, la responsabilité nous incombe. Donc j'ai ouvert mon petit bénétariat juste au quartier là. Je faisais mes beignets haricots bouillis, matin, soir. Et j'allais livrer de temps à autre dans certaines petites entreprises comme Afrigaz des fois. Donc, et avec ça, je parvenais à joindre les deux bouts. C'était pas facile, mais je m'en sortais quand même. Et en dehors de ça, j'ai touché d'autres petits boulots bien avant.
j'ai vendu les œufs. Par exemple, dans les bars à Yaoundé à l'époque, je me baladais dans la nuit avec mon seau d'œufs. Pour comprendre ces différentes étapes ou pourquoi ces changements de métier, il faut préciser que vous êtes maman très tôt. Oui, j'ai été maman très tôt à l'âge de 18 ans. Oui. Est-ce qu'on peut revenir à cette époque-là? Oui. Ok, à l'époque, quand je tombe enceinte, à l'âge de 18 ans, je vais voir le papa de ma fille et puis je lui dis, voilà, je suis enceinte, j'attends un enfant. Et lui me dit, je suis désolée, moi je t'ai pas dit que j'ai besoin d'un enfant. J'ai une femme qui venait d'accoucher, qui a voyagé, dont j'ai déjà mes enfants, je peux pas. Et à l'époque, je savais même pas qu'il vivait avec une dame et la dame venait d'accoucher. Et la dame était dans son village. Donc, je me retrouve face à une situation très compliquée. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je suis remplie de peur, je panique à l'époque, 18 ans. Je n'habitais pas chez mes parents parce que j'ai perdu mon papa très tôt, je n'avais que 12 ans. Et je ne suis pas avec ma mère. À cette époque, je suis chez mon cousin. Et toute paniquée, je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à ma famille, aux personnes qui m'entourent? J'ai le regard des gens. Mais je prends quand même le courage parce que le papa de l'enfant me dit, soit tu avortes, soit tu fais comme si on ne se connaissait pas et tu m'ignores et tout. Je n'avais pas son soutien. Donc du coup, je vais aller chez ma tante, la petite soeur de ma maman, et je lui explique la situation. Je lui dis, voilà, tu vois, je suis enceinte, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Bizarrement, elle n'a pas pris ça de manière à vouloir me repousser, non, non. Elle m'a récupérée parce que en ce temps, beaucoup de choses défilaient dans mon esprit. Ah, le suicide, qu'est-ce que je vais devenir, mon avenir, je fais comment d'un enfant qui n'a pas de père et tout. Et elle m'a plutôt ramenée, elle m'a fait asseoir, elle me dit, voilà, je sais que c'est difficile, mais tu sais, la vie peut t'amener à faire certaines choses et on ne va pas te rejeter pour ça. Et c'est comme ça que je me confie à elle, je lui dis, voilà, le papa de l'enfant a dit qu'il ne veut rien comprendre. Elle me dit, ok, on va se battre. Et elle a appelé ma maman, elle a dit à ma mère, voilà la situation. Ma mère était en ce temps-là à Bafang. Et elle dit à ma mère, voilà la situation. Ma mère aussi, une femme très simple, c'est comme je suis sa fille unique, donc j'ai 3 petits frères, je suis sa seule fille. Elle dit, ah, est-ce qu'on va alors te jeter parce que tu es enceinte? Elle demande à ma tante de me faire voyager. C'est comme ça que j'arrive à Bafang, ma mère m'encadre. Et je suis choquée parce que j'avais peur. Et c'est cet amour qu'elle m'a apporté qui me donne le courage et la force. Et puis je me dis, voilà, si ma mère est avec moi, c'est bon. Voilà. Je peux affronter le monde. Je peux affronter le monde. Si ma tante est avec moi, je peux affronter le monde parce qu'elle n'était que 2. Je me dis, je peux affronter le monde. Et c'est comme ça que tout doucement, je mène à bien ma grossesse. Mais à un moment donné, je suis obligée de quitter près de ma mère pour aller à Ngaoundéré chez une cousine. Et au fur et à mesure que le temps passait, les mois, déjà, je n'ai fait aucune visite prénatale. J'ai accouché ma fille sans aucune visite prénatale. Pourquoi? Parce que j'arrive chez ma cousine, elle-même n'ayant pas fait d'enfant, elle ne sait vraiment pas comment ça se passe. Et étant chez ma cousine, j'ai passé des moments très difficiles où c'est vrai que c'est un sujet que je n'ai pas abordé, je l'ai gardé pendant 18 années, mais j'ai pris le courage depuis l'année dernière d'en parler parce que je me dis, c'est un sujet dont beaucoup de jeunes filles sont victimes et il est important d'en parler. Donc, pendant ma grossesse, j'ai été abusée sexuellement, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais plusieurs fois. Je ne vais pas parler de la personne ici. Et ça a été comme un traumatisme. Parce que je revivais cette scène pour la 2e fois, parce que beaucoup plus jeune, j'ai vécu cette scène à l'âge de 12 ans, avant le décès de mon papa. Donc, je revivais encore la même scène. Et ça a été dans ma vie comme vraiment un traumatisme, parce que j'ai grandi avec ça pendant 18 années. Et c'est l'année dernière que j'ai pris le courage de réellement en parler. Je peux me tenir dans la rue et parler de ce phénomène-là. Donc, des mois après, ma fille est venue au monde. En ce temps, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Et ma cousine appelle ma maman
avec un autre téléphone et lui dit, voilà, on a couché ton homonyme, parce que ma fille aînée, c'est l'homonyme de ma mère. Et ma date probable d'accouchement était le 9 décembre, le 25 décembre, mais j'ai accouché le 9, donc beaucoup plus tôt. Et ma mère est arrivée une semaine après. Je n'avais pas, j'étais en train de mourir. Je dis ça comme ça parce que ma cousine chez laquelle je vivais, comme je disais, elle ne maîtrisait pas. Donc, les massages, je ne savais pas que quand une femme accouche, il faut chauffer de l'eau, la masser, lui donner des aliments chauds. C'était difficile. Et pendant une semaine, j'ai gardé le mauvais sang dans le ventre et tout ça. Et c'est ma mère qui est venue recommencer le traitement à zéro. Ouais. Ciel-Ange, finalement, naît dans un contexte traumatisant, même si votre cœur de maman accueille le bébé avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie, mais elle naît dans des circonstances très difficiles. Est-ce qu'après cet accouchement, il vous est venu l'idée ou l'envie d'informer le papa? Ou c'était coupure de contact depuis l'annonce de... À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Mais quelques mois après sa naissance, je suis allée à Yaoundé et je me suis dit, il faudrait que je lui dise. Donc, c'est comme ça que je suis allée vers lui et puis je lui ai dit, voilà, j'ai accouché d'une fille, je lui ai montré des photos. Il a fait semblant de vouloir s'intéresser, mais il ne s'est pas vraiment intéressé. J'ai compris que j'étais seule encore à nouveau dans cette bataille, dans ce combat, dans ce challenge. Et puis je me suis dit, voilà. Sylvie Ekobe, ce n'est pas un cas isolé. Les jeunes mamans qui se retrouvent seules, pourtant elles savent bien, le papa il existe. Est-ce que sur le plan juridique, elles ont des recours? Oui, effectivement, c'est devenu même un épiphénomène en fait. Il ne se passe pas une journée sans qu'on entende ce type de récit. Pourquoi? Déjà parce que, bon, je vais juste... Parce que la société favorise ce type d'actes. Parce que les hommes ne sont pas inquiétés. Les auteurs de ces actes ne sont pas inquiétés. C'est devenu comme un phénomène à la mode en fait. On finit de mettre une dame, une jeune fille, surtout les jeunes filles dans ce type de situation et on s'en va et on se dit que rien, on n'est pas inquiété, ouais. Absolument. Et on se vante même en réalité. Sans prendre en compte qu'on a fait venir un enfant au monde avec tout ce que cela peut comme conséquence, voilà, sur le plan psychologique de la mère, mais également l'enfant qui va devoir vivre sans paix. Parce qu'on ne voit pas souvent ce volet-là. Un enfant à la cour de récréation qui va être appelé, entre guillemets, enfant bâtard. On ne prend pas ce film parce que l'enfant va souffrir et la mère souffre également. Parce qu'il n'est pas évident pour vous, quand vous êtes une maman, de voir votre enfant être traité différemment que d'autres enfants qui ont leur paix, sans savoir que, effectivement, l'enfant, quand il grandit, il a autour de lui, il voit chaque famille où il y a les papas, les mamans, l'harmonie qui se passe, comment est-ce qu'un papa prend soin de son enfant, fait des activités. Parce que finalement, on est d'accord qu'au Cameroun, il y a des lois. Est-ce que c'est parce que ces lois ne sont pas assez fortes? Est-ce qu'on peut penser comme ça? Non, effectivement, il y a des lois. Le problème au Cameroun, c'est que c'est au niveau de l'applicabilité. Premièrement, parce que les mères, les jeunes mamans ne savent pas quels sont les recours qu'elles doivent intenter. Deuxièmement, dès lors qu'elles intentent un recours, elles n'ont pas suffisamment d'éléments de preuve. Parce que dans le cas d'espèce, la loi, l'article 203 l'article 203 du Code pénal, ici, là, dit que, du Code civil, autant pour moi, les pères et les mères ont obligation de nourrir, élever et entretenir leurs enfants. Maintenant, quand on va plus loin, à l'article 180 du Code pénal, ici, là, est puni des peines privatives d'1 mois à 1 an et d'une amende de 20 000 francs à 400 000 francs toute personne qui délaisse sa responsabilité parentale, donc qui ne prend pas soin de ses enfants. On va plus loin aux articles 76 de l'ordonnance de 1981. Ici, on oblige même le géniteur ou bien l'auteur de prendre soin de ses enfants, mais on permet ici à la mère d'intenter une action en paiement de la pension alimentaire pour elle, mais également pour l'enfant. On peut également, lorsque la filiation n'est pas établie, l'enfant lui-même peut également intenter une action au fin de subside contre le géniteur ou bien contre la personne qui, dans le moment de sa conception, avec une relation avec sa mère devant une juridiction, quitte à ce que ce dernier puisse apporter ou bien demander une expertise sanguine ou un test d'ADN pour effectivement se disculper ou bien faire comprendre qu'il n'est pas le géniteur. Donc il y a un arsenal juridique, mais le problème maintenant au niveau pratique, c'est que lorsqu'on est une jeune fille, elle a parlé de 18 ans, ou bien
même pas une jeune fille. Le problème, c'est la méconnaissance. Pour nous, les femmes, souvent, c'est la méconnaissance de nos droits. Dès lors qu'on fait face à cette situation, parce qu'il y a les femmes de 18 ans, 30, 40 et plus qui ne savent pas que dès lors qu'on a eu une relation intime avec un monsieur, qu'ils soient mariés ou pas, parce que ce n'est pas le cas de figure, et que à la suite de cela, il y a eu ça a engendré une grossesse, on peut obliger ce dernier à payer une pension alimentaire. L'enfant, même lorsqu'il est majeur, lorsqu'il a 21 ans et plus, il peut, dès sa majorité, intenter une action en recherche de paternité et puis contraindre ce dernier à payer des pensions alimentaires. On va même plus loin. Dans le nouveau code pénal de 2016 ici, le législateur camerounais a même encore endurci ces parents ces géniteurs qui privent les enfants de la scolarité sont poursuivis des peines privatives de liberté. Ces parents qui abandonnent les enfants sont poursuivis des peines privatives de liberté. Donc je veux dire qu'il y a un arsenal juridique. Mais maintenant, comme je disais tantôt, c'est que lorsque vous intentez une action, vous arrivez devant le juge, vous avez une relation peut-être passagère avec quelqu'un, mais il faudrait bien que vous apportez la preuve. C'est ça aussi le problème. Vous apporter la preuve au juge que, effectivement, de telle période à telle période, j'ai connu X monsieur et voici le résultat. Et maintenant, cette preuve, c'est quoi? Ça peut être des lettres, ça peut être des SMS. Et maintenant, le juge, il va demander, il va ordonner une expertise sanguine ou un test d'ADN parce que certainement, ce dernier va chercher à se défendre. Donc, le problème, ce n'est pas que les lois sont bâclées, le problème, ce n'est pas que les juridictions, les procédures sont bâclées, mais c'est que qu'est-ce qui est dans notre dossier comme moyen de preuve? Est-ce qu'on a suffisamment de preuves pour étayer? Parce que sinon, je vais me lever un bon matin, je prends notre psychologue en disant qu'une personne lambda, je vais dire quelqu'un avec qui que j'ai eu les rapports et puis voici son fils. Vous voyez ce que je vais dire? Je vais dire que sinon ça va ouvrir droit à n'importe quel type de procédure farfelue et autres. Donc moi ce que je vais dire aux femmes c'est que dès lors qu'on est en relation avec quelqu'un, il faut savoir où est-ce qu'on va. Et si on voit que cette personne à un certain moment commence à se dédier ou bien commence à se défiler, commence à ne plus assumer ses responsabilités, il faut engager une procédure. Mais pour engager une procédure, c'est quoi? C'est qu'au fil du temps, on essaie de rassembler les preuves. Il faut être très malin, il faut pouvoir rassembler les preuves parce que ce sont ces éléments de preuve qui vont permettre d'asseoir votre procédure. Si vous n'avez pas des éléments de preuve, je suis désolée, vous allez sortir de là et votre action, vous n'aurez pas gain de cause devant une juridiction. Tessie naît, contexte douloureux, après combien d'années on va parler de... Ciel-Ange naît, et après combien d'années on va parler de Tessie? 3 ans. Tessie, elle naît 3 ans après. Et la naissance de Tessie c'était d'un commun accord avec le père, en fait. Donc, c'est cette relation-là, comme généralement on dit, le premier amour. Donc, dans ce feu de l'amour, on s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse un enfant, malgré la jeunesse toujours. Et bizarrement, autour de moi, je n'avais pas vraiment de personne qui me conseillait parce que je n'étais pas près de ma mère, donc j'avais pas vraiment, je n'étais pas canalisée en fait. Donc 3 ans après, quand j'ai rencontré le père Tessie, on s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse un enfant. Donc commun accord. Mais bien après, je me suis encore retrouvée seule dans mon film. On m'a tenu, la camaraderie, les proches, les amis et tout ça, ils se laissent emporter. Et c'est comme ça que je me retrouve seule encore avec ma deuxième fille. Et le jour où je partais de Ngaoundéré, c'était une décision ferme que j'avais prise parce que j'avais fait 2 tentatives de suicide. Quand Tessie est née, une semaine après, j'ai tenté de me suicider. Est-ce qu'on peut penser qu'il y avait une dépression postpartum? Est-ce qu'on peut penser, avec le recul, est-ce qu'on peut penser que c'était ça ou bien l'environnement, le fait d'être seule à nouveau? C'était le fait d'être seule. C'était un combat qui, pour moi, c'était très lourd. Parce que déjà, j'avais une fille et j'avais la pression. Donc, le regard des gens, je me sentais frustrée. C'était très difficile, je n'avais pas d'emploi. Je n'avais rien, je n'avais personne sur qui compter, j'avais personne sur qui m'appuyer. Et puis, je me dis, ma mère n'est pas avec moi. En ce temps, c'est toujours ma tante qui était à Ngaoundéré parce qu'elle m'avait rejoint là-bas. Elle faisait le call box, mais moi, je ne faisais rien. Malgré le fait que j'avais une fille, moi, je ne faisais rien. Et c'était très difficile, très difficile. Je vais dire quoi? Comme pour Ciel-Ange. Pour Ciel-Ange, moi, j'avais même de quoi manger. Pour Tessie, je n'en avais pas. Je n'en avais pas parce que quand elle est née,
je fais la tentative de suicide parce que déjà, elle n'était pas allaitée au sein maternel. J'avais des difficultés, des abcès internes qui me sortaient dans le sein à tout moment. Je ne pouvais pas allaiter. Il fallait qu'elle prenne du lait artificiel. Les moyens pour lui donner du lait artificiel, il n'y en avait pas. Ce que ma tante et moi faisions, elle n'avait pas de gaz. Les jours où le pétrole finissait dans le réchaud, on allumait dehors le charbon. Des fois, on n'avait même pas du bois pour acheter, pour pouvoir allumer le feu. Ce que je faisais, c'est que je prenais du charbon, le papier caillé là, j'essayais d'allumer un feu, je mettais l'eau dessus pour pouvoir tourner une bouillie quelconque que je donnais à l'enfant. Donc toute la saleté entrait dans la bouillie, se mélangeait. Elle a même eu la malnutrition. À un moment donné, elle a eu la malnutrition. C'était tellement difficile. Et il a fallu que je me révolte. Parce que dans ma tête, quand j'étais là, je me disais non, il va revenir à des bons sentiments. Je suis là, je vais attendre. Il va revenir à des bons sentiments. Mais entre-temps, j'avais des nouvelles comme quoi il est dans la ville, il fait ci, il fait ça. Et je me dis, regardez ma fille, je dis, mais ton père a de l'argent, il est salarié. Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas s'occuper de toi? J'ai dit, bêta, je meurs, je vais les laisser là et chacun va porter sa charge. C'est comme ça que j'avais réfléchi à l'époque. Première tentative de suicide qui n'a pas marché. Deuxième tentative de suicide. Et après la deuxième tentative de suicide, je me dis, voilà, ma mère est en vie, il faut que je rentre à l'ouest. Donc je décide de partir et ses collègues, Dieu merci, qui m'ont soutenu à un moment donné, je rencontre l'un d'eux et puis je dis, moi je vais partir. Et quand on l'appelle pour lui dire, voilà, ta femme est en train de partir avec, il dit, ben il s'en fout. Il dit, ah, elle va revenir. Elle-même, elle ne peut pas partir. C'est pour ça que je prends mes deux enfants, parce que j'étais avec l'aîné, j'étais avec la cadette. Je prends les deux et puis je prends le train. J'arrive à Yaoundé, je prends le bus, j'arrive à Bafang. Quand ma mère m'a vue, elle a coulé des larmes. Parce que j'étais plus moi. Je ne ressemblais à rien du tout. J'avais perdu ma valeur. Je n'étais plus la personne que j'étais. L'ombre de vous-même. Oui, je n'étais que l'ombre de moi-même. C'était tellement difficile. Et ma mère a pris sur elle. Elle s'est occupée de mes filles. Donc elle a commencé à prendre soin d'elles. Moi, je regardais, c'était difficile. Parce que moi, j'avais arrêté l'école à cause des maternités. Et puis, elle me dit, il faut que tu rentres à l'école. Il faut que tu reprennes avec les cours. Je me suis inscrite dans un collège chez la place. J'ai commencé à aller à l'école, tout doucement, petit à petit. Et puis, voilà, elles ont grandi. Au fur et à mesure, elles prenaient de l'âge parce que Tessie avait la malnutrition, elle était très mal nourrie. Et c'est auprès de ma mère qu'elle a commencé à reprendre des forces. Elle est redevenue beaucoup plus solide. Donc je décide de quitter auprès de ma mère après 1 ou 2 ans pour aller à Edea. Donc quand j'arrive à Edea avec mes filles, j'ai décidé, parce que je voulais toujours les avoir auprès de moi. Mes filles. Oui. Voilà. Donc quand j'arrive à Edea, je m'inscris en cours du soir pour faire probatoire. Et en journée, je vends des tomates, des arachides, bref, tout ce que je trouve sous la main. Je vends parce qu'il faut que mes enfants soient nourris. J'ai commencé à me battre. Avant, je ne pouvais, je n'arrivais pas à me battre parce que je voulais compter sur X ou Y. Mais en ce moment, je me dis, il faut que je me lève. Parce que si je ne me lève pas pour mes enfants, personne ne se lèvera pour elles. Donc, voilà. Avant de poursuivre, où on a comme un sursaut où il faut bien qu'on prenne en charge. Ces enfants n'ont pas demandé à être là. Martial, elle parle de 2 tentatives de suicide. Est-ce que l'environnement, on peut penser que l'environnement a aidé justement à ce que Jeanne se retrouve dans cette situation-là? Bien sûr, c'est incontestable. Il y a 2 choses qui reviennent et qui sont comme la conséquence de ce qu'elle a vécu. Première chose, c'est un patriarcat imposant dans lequel nous sommes et qui est devenu vicieux avec le temps et qui a donné tout pouvoir aux hommes. Et les hommes ils se sont servis de ça pour faire ce qu'ils veulent sans être inquiétés. La deuxième chose qui revient, c'est le dysfonctionnement de notre culture, où il n'y a plus ce soutien communautaire. Et voilà. Mais ça peut paraître général comme ça, mais ça a des conséquences énormes. C'est-à-dire que vous avez 2 hommes qui font un enfant avec une femme et qui s'en foutent.
laissons même qu'il y a des cadres légaux et tout ça, mais c'est méchant, c'est criminel. Mais même la communauté culturelle ne va pas les inquiéter, vous voyez un peu. Donc, et ce qu'on constate, c'est que les femmes naissent avec ce qu'on peut appeler une injustice sociale. C'est-à-dire quand une femme naît, elle est déjà minoritaire, rien que par le fait d'être une femme. Ça veut dire que rien que par le fait d'être une femme, elle est d'office exposée à toute cette forme d'injustice sociale et culturelle, entre guillemets. Je mets bien les guillemets dans culture pour ne pas me faire foudroyer par les anthropologues. Mais ça a des conséquences parce que finalement, on se retrouve seul. Pas parce que les hommes ou l'homme a abandonné, mais parce qu'il n'y a pas de soutien de la communauté. La communauté n'est pas que la famille, mais la communauté, c'est la société. C'est comment elle est structurée. Est-ce qu'elle permet à ce genre de profil de se faire aider et de se rendre justice? Vous voyez un peu. Tout ça amène progressivement à se dire, mais à quoi bon? Nous sommes vraiment dans des éléments macroéconomiques. À quoi bon? Non. Est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi ne pas mourir? Parce que finalement, c'est une douleur qui revient et qui est persistante et qui épuise. Mais la solution qu'on a, là, c'est mieux mourir. Et ce que nous disons souvent aux gens, c'est parfois on a beaucoup de clichés envers ceux qui ont des idées suicidaires sans comprendre. Mais personne ne veut se suicider pour rien. C'est pas possible. C'est pas psychologiquement possible. Il y a aussi le poids, le jugement de la société. Exactement, en fait. Il y a ce poids. Il y a le fait qu'on est tellement poussé dans ces retranchements qu'on n'a plus rien. Il n'y a plus rien derrière soi. Dans le cas de Jeanne, on a d'abord une première fille, puis on reproduit le même schéma avec la seconde, et forcément, à un moment donné, la société dit, mais la faute, c'est toi le problème, c'est pas... Il y a même d'abord la croyance de la personne, c'est que dans ce genre de situation, un schéma qui se répète 2 fois ou 3 fois dans certains cas, c'est qu'on se juge. On pense qu'on est maudit. Il y a comme une sorte de honte. On se sent comme dénudé. Comment j'ai pu faire pour me faire prendre 2 fois de suite dans la même situation? Il y a des pensées auto-accusatrices, il y a de la culpabilité qui finalement est foudroyante, vous voyez un peu, en dehors même du fait que il y a des éléments externes, même à soi-même. Et on s'en veut d'avoir laissé la porte ouverte une 2e fois dans le même schéma. Ça, c'est un poids très important et qui va beaucoup conditionner le processus de la pensée suicidaire. Ça se met en place. Donc, généralement, ceux qui sont dans ce profil ne le font pas pour rien. Plus encore, si à côté de moi, je ne sens pas que je peux m'appuyer sur ceci, je peux m'appuyer sur ceci. Mais il y a aussi le regard des autres. Mais ça, c'est dans notre pensée. On se dit forcément, les autres vont nous juger. Mais chez le suicidaire, il y a parfois, la personne n'est pas parfois dans la réalité. Elle pense qu'on va la juger, mais ce ne sera pas nécessairement le cas. Et la preuve, elle a dit, elle est arrivée à la maison, je me serais attendu à ce qu'on ne l'accueille pas. Mais elle a été accueillie par sa mère. Elle a été accueillie précédemment par sa tante, par sa cousine. Donc, il fait qu'il y a quand même eu un soutien social. Donc, ce sont des éléments psychologiques qu'on ne peut pas négliger lorsqu'on est dans ce genre de situation. Qui fait que même parfois, vous allez demander à ce genre de femme d'intenter une procédure. Elle va refuser. Pourquoi? Parce qu'elle va anticiper la douleur que la procédure va impliquer. Le fait d'aller tout le temps au tribunal, tout le temps à la gendarmerie, tout le temps voir l'avocat, il faut telle preuve. Parce que comme elle a dit, l'enjeu, c'est de meubler le dossier. Il faut meubler le dossier. Vous n'allez pas aller déposer un dossier vite. Il faut meubler le dossier. Et ça fait qu'on va rentrer dans des douleurs, on va étouffer des plaies. Parfois, il faut rentrer voir le gars, aller faire de la ruse pour avoir des éléments de preuve. Et beaucoup vont vous dire, je préfère ne pas aller au tribunal, je reste comme ça. Et ce qui arrive, arrive. Vous voyez un peu. C'est extrêmement compliqué. L'enjeu n'est pas du tout évident. C'est dit, au bout... Voilà pourquoi on parlait de la super-héroïne que vous êtes. Parce que même lorsque vous décidez d'aller à IDEA, c'est quasiment sans formation aucune. Et il faut survivre. Survivre seul, c'est déjà un challenge, mais à 3. Et pour une jeune femme, vous arrivez à IDEA à quel âge? J'avais pratiquement 22 ou 23 ans. Ça veut dire qu'on sort à peine de l'adolescence. On n'a même pas encore idée de ce que c'est réellement la société, mais on a la responsabilité de 2 vies. Justement. 2 vies qu'on a données dans un contexte pas forcément
agréables, mais de vies qui, au bout de plusieurs années, finissent par vous faire sourire. Et lorsque vous parlez d'elle, c'est avec beaucoup d'émotions. Et on peut comprendre pourquoi. Vous avez l'habitude de parler de vos filles à longueur de journée. Vous parlez d'elles avec beaucoup d'amour. Qui vous connaît sait que c'est votre raison de vivre. Oui. On voit les larmes remplies dans les yeux. Parce que, partie de la vendeuse de beignets, vendeuse d'œufs, vendeuse de tomates à Edea, même le callbox, ménagère, ouais. Callbox, technicienne de surface, ouais. Puis technicienne de laboratoire pendant 6 années. Ouais. Aujourd'hui, responsable marketing. Virage à 360 degrés. Oui. Ça s'est fait comment? Je comprends votre émotion. Hein. Voilà. J'ai épuisé assez d'énergie à chaque fois que je voyais mes enfants. C'était l'une des raisons pour laquelle je voulais qu'elle soit toujours là. Parce qu'avec elle à côté, je me disais, je n'ai pas droit à l'erreur. Et puis, dans ma tête, c'était les erreurs passées, ce que j'ai fait comme erreur. Il ne faudrait pas que ça se répète. Est-ce qu'à ce moment-là, on s'interdit une vie de femme? Ça veut dire on est simplement maman, on n'est plus une jeune fille. Oui, on est simplement maman. En ce temps-là, on est simplement maman parce qu'on s'est dit, on ne va pas se prendre la tête encore avec des relations. Non, c'est mieux qu'on se focalise. Déjà à l'époque, à me regarder, quel homme pouvait même bien vouloir venir vers moi me faire la couille. C'est vrai. Là, c'est l'estime de soi cassée. Cassée, totalement. Complètement. Bien sûr. Voilà. Mais c'est une pensée qui n'épouse pas forcément la réalité. Peut-être qu'il y avait un homme qui regardait, mais il se disait, est-ce que je peux même être à la hauteur de cette femme? Et peut-être que dans son cœur, il se disait, je peux plaire à quel homme? C'est aussi la conséquence lorsque l'estime de soi régresse. Voilà. C'est des cas de figure que vous rencontrez au quotidien dans généralement, comme il a dit, la société est très dure avec les femmes, même les femmes célibataires d'un certain âge. Parce qu'en fait, effectivement, la femme célibataire, c'est déjà un poids pour la société, mais la femme célibataire avec les enfants, c'est un échec total. Ouais. Et puis, dans notre société, on encourage ce type de pratique, les hommes qui délaissent les femmes, qui abandonnent leurs enfants, parce que, entre guillemets, on se dit que l'enfant, c'est d'abord pour la femme. Déjà, quand on parle de ce postulat, dès lors que quelqu'un vient tenter une quelconque action, on dit que non, laisse, c'est d'abord, les enfants sont déjà d'abord pour toi. Ce qui fait que j'ai l'impression que ça pousse ces derniers dans leurs excès de zèle. Donc, et vous allez voir des personnes qui arrivent dans un quartier qui se permettent de faire des enfants presque à chaque voisine qu'ils traversent parce qu'en fait, il n'est pas inquiété. Et puis, le regard de la société est plus visé vers la fille. Ça veut dire que c'est une fille qui n'est pas très sérieuse, qui s'est laissée emporter par le premier venu. Mais vous allez voir rarement des personnes pointer le doigt sur le doigt accusateur, sur ce géniteur qui, lui, en réalité, entre guillemets, est un criminel. Un criminel, pourquoi? Parce qu'il a détruit déjà, premièrement, la vie de la jeune fille qu'il a rencontrée, mais également la vie de l'enfant. Parce que l'enfant va être, c'est un enfant qui va vivre sans la présence de son père et, bien entendu, sans les soins, ça veut dire que sans l'entretien et autres. Il va vivre dans une précarité extrême. Elle a effectivement décrit. Mais ça va même un peu plus loin parce que dès lors que vous avez peut-être ce type de relation avec quelqu'un et qu'au bout de quelques années, il vous délaisse, vous avez l'impression que vous avez échoué, vous avez l'impression que vous ne faites pas de bons choix dans votre vie, vous avez l'impression que vous ne valez absolument rien parce qu'effectivement, le fait d'être délaissé, souvent ça révèle un certain nombre de blessures et puis le regard même des gens. On a une certaine façon, les gens ont une certaine façon de vous regarder comme une femme entre guillemets au cul léger. Ça veut dire que vos mœurs ne sont pas très... On sait par exemple dans les quartiers, quand une jeune fille est enceinte, il y aura des familles qui vont dire ne marchez pas avec celle-là, alors que parfois ça ne reflète même pas la réalité. Souvent ça arrive, souvent beaucoup d'un viol ou bien d'une relation qui souvent n'a même pas été consentie, ou bien juste parce que une jeune fille a fait confiance à quelqu'un. Elle a dit tout à l'heure, la première relation qu'elle a eue, elle a eu des conséquences en fait. En guillemets, elle a eu un enfant qui n'est pas une conséquence, Dieu le fait. Mais maintenant, c'est qu'après, on se dit qu'il faut qu'on fasse confiance à quelqu'un. On entre dans une deuxième relation. On se dit qu'on va pouvoir effacer ce qui s'est passé. Et souvent, au début, il vous fait comprendre que c'est une personne qui était une mauvaise personne parce qu'il essaye de vous, on appelle ça comment, de vous aménager, de vous faire comprendre que voilà, moi je suis différent. Avec moi, tes soucis sont terminés. Tu as une oreille attentive. Et pourtant, qu'il a un chemin. C'est un chemin, c'est un processus. Dès lors qu'il a ce qu'il veut,
il vous délaisse. Ça veut dire que pour lui, dès le départ, il savait que je suis venu pour tel besoin. Moi, je pense que c'est extrêmement criminel. Et je pense que autant on crie à tue-tête, ou bien lorsqu'on attrape un bandit dans la rue, dans notre société, on devait faire de même. Lorsque un homme abandonne ses responsabilités, ça veut dire que dès lors que dans une société, on a identifié qu'un homme a fait 1 ou 2 enfants, il a abandonné, je pense que les mêmes réactions qu'on a vis-à-vis d'un bandit, on devait avoir vis-à-vis d'un homme. C'est-à-dire qu'on le fait sortir dans un lieu public, il doit être hué, il doit être vraiment... Oui, parce que ça fait sourire, mais je pense que c'est cette complaisance-là qui fait qu'il continue. Je vous dis que vous allez voir des gens qui sont des hommes célibataires, ils vont vous dire qu'ils sont célibataires, mais ce sont des pères au moins de 5-6 enfants. Et ils s'en sortent sans souci parce qu'ils ont un train de vie. Ils ont un train de vie, ça veut dire qu'ils sont là, ils savent qu'ils ont des enfants, mais ils s'en foutent totalement. Ils attendent la prochaine victime pour commettre les mêmes forfaits. Mais je vous dis que s'ils étaient stoppés dans leurs élans, c'est-à-dire qu'on les fait sortir à la place publique. Est-ce que finalement on pense que on peut conclure que la société est finalement complice de ce qui se passe, parce que on va dérouler le tapis rouge au monsieur, il ne sera jamais inquiété sur son statut de papa irresponsable, mais la fille ou bien la jeune femme sera marginalisée. Mais ça va même encore plus loin. Parce que dans notre croyance populaire, ils ont un mot, ces hommes-là, ces géniteurs, parce que je les appelle les géniteurs, les donneurs de sperme, entre guillemets, c'est qu'ils se disent que l'enfant va grandir, va me chercher. C'est un slogan qui, voilà, ça devient... Et ils s'amusent avec. Ils savent que dans nos traditions, lorsqu'il y aura une question de dot, il y aura une question de ceci, on va le chercher, ils vont apparaître. Donc, ce qui fait que peu importe les souffrances qu'elle a dû subir pour pouvoir élever ses enfants, je suis certaine que les géniteurs de ces enfants, et ils sont au calme, ils savent que les enfants, ils évaluent. Souvent même certains demandent, se renseignent. Elles font quelle classe comme ça, ils savent que bon, dès lors qu'il est fiancé, il est peinard et puis il va recevoir la dot. Et moi je pense que cette façon de faire, cette tradition qu'on nous a imposée, cette façon de traiter la femme, moi je pense que c'est extrêmement cruel. Parce que vous ne pouvez pas fournir autant d'efforts comme elle a fait, tant de sacrifices, des larmes, des moments, je ne peux pas vous dire, les nuits, voilà. Et puis demain, après-demain, on appelle un, voilà, je ne vais pas qualifier, pour que ce dernier vienne recevoir la dot. Moi, je pense que c'est Jeanne, en préparant cette émission, vous nous avez parlé du fait que vous reveniez à Douala, vous viviez avec votre grand-mère, puis vous avez été mise à la porte avec vos 2 filles. Vous avez passé pratiquement 1 année dans une chambre à dormir. À même le sol. Oui, oui, c'est vrai. Après toutes ces tracasseries, quand j'ai fini ma formation de technicienne de labo et j'arrive à Douala, je commence le travail, je vais commencer par là pour pouvoir chuter à ce niveau. Je commence le boulot dans un centre de santé à Ndokbon. Donc je quittais Bonabéry pour Ndokbon pour un salaire de 30 000. Wow. Oui. Et en ce moment, avant de quitter, pendant que j'étais en formation, j'ai d'abord pris mes filles, je suis allée déployer chez ma mère, parce qu'il me fallait ménager beaucoup de temps pour l'école et tout ça. Et c'est comme ça que je termine, je viens, je travaille au centre de santé. 30 000 francs de salaire, je me dis, c'est quand même quelque chose. Donc je sors de la maison, donc moi je vais passer 4 jours avant de rentrer, faire 2 jours de repos à chaque fois. Et un jour, je dépose mes dossiers, toujours à Bonabéry, dans un laboratoire, pour faire le stage. Donc, j'ai fait une demande de stage. Et on me dit, c'est un stage non rémunéré. Je me dis, c'est mieux que traverser le pont tout le temps. Donc, je fais le stage les 3 premiers mois. Je ne suis pas rémunérée, je suis tranquille, ça va. Puisque je vais à pied, je rentre à pied, ça va. Pour le moment, tout va bien. Je fais encore 3 autres mois, ça fait 6. Et quand il me restait peut-être 2 semaines pour que mes 6 mois s'achèvent, je réfléchissais, je me disais, après ça, je vais aller où? Comment est-ce que je vais faire? Je fais comment pour m'en sortir et tout? La dame qui faisait le ménage au labo a accouché. Et j'ai demandé à mon boss, monsieur, est-ce que je peux remplacer la dame de ménage? Est-ce que je peux nettoyer? Attends, technicienne de laboratoire, et on descend et on se dit, on devient... Oui. Et il me dit, oui, je sais qu'elle touchait 30 000 francs. Je dis, monsieur, pour moi, c'est pas un problème. Je viens à pied, je rentre à pied. Si je n'avais d'abord rien, si déjà j'avais 30 000, c'est déjà beaucoup. Et c'est comme ça que je commence à faire le ménage. Donc quand j'arrive le matin, je nettoie partout, je lave les tubes et tout le reste. Et maintenant, je commence à techniquer. Dieu merci. J'ai rencontré mon responsable là-bas au labo, m'a vraiment encadré. Parce qu'il a été là, tout ce que j'ai appris à l'école, juste par écrit,
la totale formation, c'est lui qui me l'a donnée. Et vraiment, je suis reconnaissante parce que c'est lui qui m'a gardée à cet endroit. Chaque fois qu'on voulait, non, il dit non, Claire est là, il faut qu'on fasse. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler au fur et à mesure. Quand les collègues démissionnaient, je remplaçais. Un collègue part, je upgrade jusqu'à ce que je me retrouve avec un salaire de 100 000. Et mes filles étaient déjà aidées parce que les années sont passées. Là, j'ai fait 6 ans au labo. Les années sont passées, j'ai récupéré mes filles de chez ma mère, je les envoie à EDA et je me dis elles sont plus proches. Donc je pourrais aller voler, c'est un week-end pour aller rendre visite. Et après une année, j'ai dit non, je pense qu'il faut que je prenne totalement mes responsabilités parce qu'elles étaient là-bas, mais tout ce que je travaillais, c'était pour elles. Donc je les récupère, je les ramène ce doigt-là. Je les inscris au lycée. Et quand je les ramène, ma première fille faisait 3e et la cadette venait d'avoir son concours et son CEP. Donc quand je les ramène, je les inscris au lycée de Bonabéry. Je travaille au labo, j'ai mes petits à côté qui me permettent de vivre. Et c'est comme ça que je parviens à m'en sortir jusqu'à ce que le labo s'arrête et je commence à vendre des beignets haricots. Et ma maman chez qui je vivais, déjà c'est ma grand-mère chez qui je vivais, je vais lui dire merci parce qu'elle a aussi, elle m'a encore donné une autre force. Donc le fait qu'elle me dise, je veux faire que tu restes chez moi et qu'elle me demande de partir, ça m'a poussé à réfléchir. Parce que dans la maison, j'étais tellement confortable. Il y a tout dans la maison. Tu es confortable. Tu gagnes de l'argent, c'est juste pour les enfants. Et je ne voyais pas très loin. Et je voulais me contenter du peu que j'avais. Il fallait sortir de sa zone de confort. Voilà. Ouais. Et quand elle me met dehors, je suis d'abord allée avec mes filles. On a passé 1 an au sol. On a dormi au sol pendant 1 an. Je n'avais rien. On avait juste nos vêtements. Et puis quelques plats du bénétariat. Pas de gaz, on n'avait rien. Rien de jeu, rien du tout. Le plus important pour nous était de trouver une maison. On a trouvé la maison, on s'est couché au sol pendant 1 an. 1 an, une année. À même le sol. Mais on sortait le matin, on travaillait. Parce que pendant que j'étais à Bonabéry en train de faire le bénétariat, j'ai une maman que j'ai rencontrée, qui m'a beaucoup aimée et qui m'a dit, j'ai une agence de voyage. Je t'aime bien, j'ai une agence de voyage, j'aimerais que tu travailles pour moi. Donc c'est comme ça qu'elle m'amène dans le domaine de la billetterie. Je travaille chez elle 1 année, 2 ans. Tellement je suis impliquée, j'apporte j'apporte un nouveau souffle à son agence qui n'était pas très connue. J'amène l'agence à être connue sur les réseaux, partout. Je commence à communiquer et ça l'impressionne. Et pour me récompenser, elle me dit, ok Claire, on a une proposition pour l'Égypte, est-ce que tu aimerais bien y aller? Je dis oui. Je sortais le matin de chez moi, bien sapé, mais je dormais au sol. Donc, mais personne ne pouvait s'imaginer que c'est ce que je traversais. Parce qu'il y a eu des moments avec mes filles où on a manqué de quoi manger. Et vos filles apprenaient sous un lampadaire à l'entrée de la maison parce qu'il y avait Oui, à un moment donné, à Bonabéry, on a passé 6 mois sans électricité. On nous avait coupé de la lumière et de l'eau. Donc, elle est obligée de sortir parfois, s'asseoir sur le lampadaire dehors pour étudier. Elle est en classe d'examen. Et face à cette difficulté, vous savez ce qu'elle pense aujourd'hui? Écoutons. Moi, Sinanga, ma mère que j'aime et que Dieu a fait le meilleur choix du monde dans ses entrailles. Aujourd'hui, je veux te dire à quel point je t'aime et je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tu es la personne la plus aimante et dévouée que je connaisse. Et je suis si gracieuse d'avoir une mère comme toi dans ma vie. Comme Dieu dit dans la Bible, l'amour est patient, il est plein de tendresse. Il n'est pas envié, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne garde pas rancune. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 5. Tu es l'incarnation de cet amour, maman. Tu es toujours là pour moi, tu me soutiens et tu m'encourages. Même lorsque je fais des erreurs, des années sont passées et tu as toujours ton charme, ma baby girl.
Je te dis que je me souviens de tout ce que tu as fait dans ma vie. Je me souviens de tout. Et tout ce que tu as fait dans ma vie n'était que des choses qui m'ont instruit, qui m'ont éduqué, qui m'ont donné une sagesse pas possible. Jésus a dit dans son évangile, dans l'évangile de Jean, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Dans Jean 15, verset 12, tu as toujours montré cet amour à notre famille. Maman, tu es le ciment qui nous maintient unis. Et je suis si reconnaissante de t'avoir dans ma vie pour tout cet amour. Même quand j'ai gaffé, tu as été toujours prête à me parler comme une mère qui aime sa fille avec douceur, avec amour, avec sagesse. Tu as toujours été cette femme qui m'a instruit dans les voies du Seigneur. Alors là, je te dis merci. Je te dis merci. Tu es une source de lumière et de chaleur dans ma vie et je suis si chanceuse de t'avoir dans ma vie. Je veux te dire merci beaucoup, infiniment pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux te dire merci pour ton amour, pour ton soutien et pour ta présence dans ma vie. Je t'aime plus que tout. Bon, après Jésus, tu viens. Voilà, maman, et je suis si reconnaissante de t'avoir dans ma vie, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Moïse te bénisse. Ah, je t'aime, maman. Ta seule baby noire, signature mature. Bonne fête de Saint-Valentin, maman. Le Seigneur se charge de te trouver la personne qu'il faut. Merci de nous aimer, merci d'être toujours là pour nous, de nous encourager, de nous soutenir. Le Seigneur te récompensera au-delà de tes efforts. Bonne fête encore, maman. And I love you. La famille est au complet sur ce plateau. C'est l'ange. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et toi, Tessie, la plus petite. La Benjamin, ça va? Ça va, merci. Bienvenue. Merci. Ça fait quoi d'être à côté de maman? L'histoire de maman, vous connaissez? Oui. Vous en parlez souvent? Oui. Et ça fait comment? Quel est le regard que vous posez sur elle? Oui, si elle ange. Okay. Pour moi, elle est vraiment une grande femme. Pour moi, elle est vraiment une femme forte. Parce que c'est vraiment pas facile d'être à sa place. Et moi, je n'aimerais vraiment pas être à sa place. Elle a, comment dire, elle a le cœur sur la main. Elle sait ce qu'elle veut. Voilà, et elle sait ce qu'elle fait. À chaque fois quand il y a un problème ou n'importe quelle situation, au lieu qu'on la voie pleurer devant les gens, se lamenter, se plaindre, elle préfère agir dans le secret. Voilà, quand je parle du secret, je parle de la prière. Elle peut nous réveiller la nuit, minuit, 2 heures, 3 heures, pour qu'on prie avec elle, donc pour la soutenir dans la prière. Et vraiment, c'est l'une des choses qu'elle nous a appris et que moi, j'ai vraiment... Et moi, ça m'a beaucoup marqué et ça me marque encore. Donc, elle m'amène à marcher vraiment dans les voies du Seigneur. À chaque fois, ma sœur et moi, on a l'habitude de dire, nous, on veut être comme notre mère, on veut faire ce qu'elle fait. On n'aimerait pas vraiment être à sa place, on n'aimerait pas être... Reproduire peut-être son parcours, voilà, mais oui, prendre l'aspect de sa résilience pour pouvoir avancer et être vous-même. Tessie, je pense que vous faites licence. Oui, je fais licence en gestion des ressources humaines. Bravo. Merci. Est-ce qu'on peut revenir sur le jour de la soutenance BTS, brevet des techniciens supérieurs? Comment elle était, maman? Avant de sortir déjà de la maison, elle a fait toute la maison a prié pour moi d'abord. Elle faisait que dire que waouh, ma fille, je suis fière de toi, enfin. Je sens que
Moi aussi, j'étais vraiment contente, mais ce jour, elle était vraiment contente parce qu'elle n'a pas vraiment dormi de la nuit. Parce que quand je me suis réveillée la nuit pour réviser et tout, je l'ai vue, elle était là, elle était pensive et tout. Donc le matin, quand je la réveille, pour dire maman, il reste telle chose à faire, elle dit que prends mon sac. Donc elle était réactive, donc elle attendait tellement le moment de la soutenance et tout. Et une fois arrivée, quand c'était mon tour de passer, elle était là derrière. Elle était tellement contente, souriante. Et lorsqu'on a fini et on a donné ma mention avec ma note, elle était contente. Elle était tellement contente. Elle voulait se filmer. Je sais pas, il y avait... Il y avait tellement, elle était trop joyeuse et moi ça m'a vraiment touchée parce que j'étais fière de rendre ma mère fière de moi. Voilà, super. Ici, toi tu fais terminale? Oui. Ça se passe bien? Très bien. Malgré certaines matières qui sont un peu difficiles, mais je m'efforce. Et quel est le regard que tu as sur maman? C'est trop long déjà parce que maman, elle représente plusieurs choses pour moi. À la fois, elle représente un rocher pour moi. À la fois, elle représente comme une couronne. Bien vrai que la femme est la couronne de son mari, mais ma mère représente ma couronne à moi. Wow. Et ma mère aussi, elle représente mon trophée. Parce que plusieurs enfants n'ont pas la chance d'avoir cette mère qui sont près d'eux et tout. Et ma mère m'accompagnait partout où j'allais. Elle m'accompagnait financièrement, mentalement, spirituellement. Et aussi, pendant que je partais composer tous mes examens, elle priait toujours pour moi. Elle me réveillait, elle dit viens, on prie. Et c'est comme ça que partout où je passe, je suis toujours gracieuse aux yeux de tous ceux qui me voient. Ouais. Finalement, on a un contexte qui est difficile, mais une maman qui réussit malgré tout à transmettre que du positif. Il faut une disposition mentale un peu spéciale pour pouvoir sortir de cet environnement qui frise même la toxicité pour pouvoir transmettre. Parce qu'on sent l'amour qui est transmis indépendamment de la réalité. Ça veut dire une maman qui finalement a construit une carapace autour de sa famille, non pas autour seulement d'elle, mais autour de sa famille et finalement a réussi à avoir ce cocon rempli d'amour. Je vous disais la dernière fois, lors du dernier plateau qu'on a fait, que la douleur, les expériences douloureuses qu'on vit sont parfois des meilleures enseignantes. Les meilleures enseignantes et ce qu'on apprend à travers ces expériences, on ne les apprendra dans aucune école. Comment rebondir après une expérience aussi toxique. Et je signale encore le fait que le mode suivi dans lequel on est, lorsqu'on est dans ce mode, on ouvre des portes, on développe des compétences parfois qu'on a, qui sommeillent. Et au bout de ces expériences, on apprend, on retire des choses. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on transmet. Et je pense que lorsqu'on est passé par ce genre d'expérience en tant que maman, on n'aimerait pas que sa progéniture passe par là. On ne doit pas non plus les surprotéger, mais on va les armer. On va les armer, on va les préparer. Elles feront leurs propres expériences, mais elles auront des arts. Elles auront leur manière à elles de les utiliser, mais elles ne vont pas nécessairement revivre ou répéter le même schéma. Et c'est ce qui est magnifique dans quelque chose qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire que le corps humain, lorsqu'on parle du corps humain, c'est notre corps, mais c'est aussi tout ce logiciel psychologique. Ce qu'on ne sait pas, c'est que lui-même, il a une intelligence. Il est intelligent, il est rusé. Et il va mettre en place des choses lorsqu'on est face à des difficultés. C'est exactement lorsque on vous coupe un pied ou on vous coupe un bras, le corps s'adapte. Vous voyez un peu. Et ça se fait au niveau cellulaire. Et ce que je dis, c'est que dans d'autres pays, lorsqu'on a ce genre de femme, ce genre de modèle, ce genre d'outils qu'elle a utilisé, ça s'enseigne dans des facultés, aux étudiants de médecine, de psychologie, pour dupliquer. Parce qu'on ne va pas venir enseigner aux gens des choses qu'on a appris en Australie, au Canada, pour venir enseigner aux jeunes Camerounais, alors qu'on n'est pas dans le même contexte.
Mais là, ce qu'elle a vécu, il y a au moins, s'il y a 10 millions de femmes, au moins 7 millions, 8 millions de femmes ont vécu la même chose, peut-être de manière différente, mais ça s'enseigne. Et je dis toujours que même nous, en tant que thérapeutes, on enseigne ce genre de stratégie à nos patients. Et parfois, nous avons ce qu'on appelle tout simplement des patients experts. De dire, bon, je vais faire venir une femme qui est passée à peu près. Parce que vous êtes passé, elle va partager son expérience. Et je pense qu'elle est plus armée que moi pour vous aider, pour que vous voyez que dans cette situation, c'est dur, mais on peut s'en sortir. Et c'est un bel exemple de résilience. Sylvie, au-delà de la résilience, il y a, c'est peut-être de mère en fille, mais il y a cette espèce de sororité qui fait de telle enseigne qu'on a le sentiment qu'elles sont portées les unes par les autres. Ça veut dire que tu arrives à franchir une marche, moi je place l'escale et toi aussi. Et une sororité qui finalement manque même à la société féminine en général. Effectivement, ce qui est remarquable dans le cas d'espèces, c'est qu'elles ont compris leur situation. Elles ont compris la situation dans laquelle elles se trouvent. Elles ne se sont pas fait des illusions. Elles savent qu'elles sont laissées à elles-mêmes et qu'elles ne peuvent que compter les unes sur les autres et qu'elles ne pourront pas avoir un père qui va venir demain payer leur scolarité et autres. Elles savent qu'elles construisent leur vie autour de leur mère qui est, comme elle a dit, un pilier, un roc, et qu'elles doivent aussi compter les unes sur les autres, c'est-à-dire compter sur sa sœur, compter sur, voilà, pour pouvoir s'en sortir. Moi, la remarque que je fais et je le rejoins, c'est que, comme il a dit, près de 80% de jeunes femmes dans notre société vivent ce phénomène sur le silence complet de la société. Mais ce qu'on constate, c'est que vous avez vu ce phénomène de femmes fortes et indépendantes. Quand les femmes le disent, on a l'impression que les hommes réagissent négativement. Ils ont l'impression qu'on les agresse. Ils ont l'impression qu'on veut avoir une société qui est matriarcale, c'est-à-dire on essaie de les mettre au banc de la société. Mais moi, ce que je veux leur dire aujourd'hui, c'est que ce sont eux. Ce sont les hommes qui forment les femmes fortes et indépendantes. Ce sont ces femmes-là. Pourquoi? Parce que vous vous trouvez dans une situation où vous êtes abandonné à vous-même, vous êtes jeune, vous êtes obligé, vous avez 2 enfants sur les bras, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez aucun revenu, vous êtes obligé de vous en sortir. C'est la raison pour laquelle vous trouvez qu'à un certain moment, ces femmes fortes et indépendantes comme elles, notre société va tendre au fait qu'on va se demander, on va se poser la question, qu'est-ce que je fais avec un homme? Parce que si un homme représente dans notre société quelqu'un qui vous apporte des soucis, quelqu'un qui va vous laisser avec les enfants, on va tendre vers une société, on va vouloir se laisser, en fait, se passer des hommes. Heureusement encore qu'il y a peut-être une infime partie, parce qu'il ne faut pas généraliser, il y a encore une infime partie des hommes qui acceptent même les femmes avec les enfants, les mères célibataires. Parce que ce qu'on constate dans notre société, c'est que le phénomène des mères célibataires, ce sont des femmes qui sont extrêmement critiquées par la société. Vous voyez dans une société où quelqu'un vous met dans une situation, vous vous trouvez très jeune avec 2 enfants, mais il veut que vous ayez un regard complaisant ou compatissant de la société. Voilà, c'est la société qui vous fait comprendre que vous êtes une ratée. Il y a même dans certains sites internet, dans certains forums, on vous dit que épouser une mère célibataire, ça veut dire que vous avez raté vos cheveux, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Un jeune homme ne doit pas épouser une mère célibataire. Je veux dire que c'est la mère célibataire qui est jetée aux pauvres. Et tant qu'on ne regarde pas cette femme forte qui élève seule ses enfants, qui devait avoir un trophée, parce que c'est un exploit. On prend certaines femmes, on les met comme influenceuses, en fait, comme si ce sont des figures emblématiques. Donc voici ces femmes-là qui devaient représenter qui devraient être des modèles de la société. Une femme qui ne s'est pas laissée abattre, parce qu'il y a plusieurs qui devaient être dans son cas d'espèce, mais commencer à faire de la débauche, c'est-à-dire partir dans la rue, vendre ses chambres pour avoir de l'argent. Mais elle s'est dit que je vais gagner mon pain quotidien à la sueur de mon front. Je vais pouvoir élever mes enfants seuls. Je ne vais pas céder à la facilité. Il faut peut-être préciser qu'il faut du courage pour aller retourner à l'école et se dire je dois me former. Et après l'école, se dire qu'est-ce que je fais comme métier, se former, et de la résilience, plus même que de la résilience, parce que travailler des mois sans salaire, aller à pied, revenir, d'aucuns banaliseront, mais non, chapeau. Maintenant, ça nous amène à poser la question, est-ce que Jeanne, aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas fini, il y a encore du chemin, mais est-ce que Jeanne arrive à penser à elle? Je souris pourquoi? Parce qu'il y a peu de temps, il y a un monsieur qui m'a dit pratiquement que je n'ai pas de vie. Il me dit, mais tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Tu ne fais pas comme les filles de ton âge pour vivre. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis plus travail, église, maison,
travail, église, maison. En fait, je ne profite pas. Genre, quand je pense que je dois faire un tour à crédit, par exemple, il faut que je dépense 100 000. Je me dis non, 100 000, c'est beaucoup. Parfois, je me dis, bon, et si j'allais avec les filles, le budget sera encore plus élevé. Non, il y a des priorités. Oui, il y a des priorités. Dans ma tête, c'est toujours ça. Parce que je me dis, bon, je n'ai pas encore fini avec l'école. Il faut que je termine la pension, il faut que je paye la maison, le loyer, il faut manger à la maison, il faut. Parce que c'est très difficile d'être maman solo. C'est vrai. Est-ce qu'on se sent parfois, c'est pas un crime, hein, fatigué? Oui, oui. Épuisé. Énormément. Il y a des moments où j'entre dans ma chambre, je pleure. Parce que les épaules, il y a des moments où c'est tellement lourd. Et il y a eu des fois où je me suis posé la question à savoir, mais est-ce que je suis maudite? Non. Ça, nous, on répond automatiquement. Hein. On dit oui, non. mais il m'était arrivé par le passé de me poser cette question. Parce que le regard, comme il disait tout à l'heure, quand les gens posent le regard, on dit « Pourquoi tu n'es pas encore mariée à 38 ans ?» Ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que tu n'es pas une bonne femme. Est-ce que tu es pas le genre de femme qui bagarre? Est-ce que tu n'es pas? Est-ce que tu n'es pas? À un moment donné, j'ai totalement mis une barrière. Je mets la barrière entre les hommes et moi. Ça veut dire qu'il y a un problème de confiance? Non, non. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je suis focalisée sur l'avenir de mes enfants. Je me dis, il faut que mes enfants réussissent. Je veux qu'elles soient indépendantes. Je veux qu'elles terminent avec l'école, elles trouvent un boulot. Et puis je serai libre de refaire ma vie totalement. Pourquoi? Avec ce que j'ai vécu dans l'enfance, le viol et tout, et tout ce qui se passe dans les réseaux. Oui, 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 on en parle. Et tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je me dis, je peux me marier demain et puis l'homme là vient me gâter la vie des enfants. Je préfère les enlever près de moi et puis je me marie, je suis calme. Donc des fois je mets vraiment des barrières. Comme maintenant, je mets vraiment des barrières. Solange, moi j'ai une question. Est-ce qu'il t'arrive, ce sera par exemple la même question qu'à Tessie, de se dire, et papa? Oui. Et lorsque ça arrive, vous en parlez avec maman? Oui, oui, oui. La fois dernière, mais ça fait vraiment longtemps, parce que elle couvre vraiment beaucoup de choses. La fois dernière, ma soeur et moi avons posé la question de savoir, normalement, maman, tu devrais déjà être mariée. On n'allait pas vivre ce qu'on vit maintenant. Mais elle nous a vraiment expliqué, en fait, ce qu'elle vient de vous expliquer là, elle nous a expliqué la même chose, parce que pour elle, c'est d'abord nous la priorité. Oui, avant de se marier. Est-ce que vous rêvez de voir maman refaire sa vie? Ouais. Tellement. si ça peut arriver même cette année, ou bien dans quelques mois, vraiment. Elles ont serais contente. Jusqu'à m'envoyer les robes de filles. Est-ce qu'ensemble, on peut dire, on est sur un plateau hein, et on imagine des millions d'hommes. Et vous savez que maman est très belle, non? Des millions d'hommes qui regardent Tessie et disent même mon professeur. Mes professeurs d'histoire géo. Waouh! Donc c'est clair. Donc on n'a pas besoin de recourir à une agence matrimoniale. Est-ce qu'on peut regarder ces hommes-là et dire simplement, si vous êtes à la hauteur et si vous pensez que le parcours de maman, vous pouvez lui arriver à la cheville, pas faire la même chose ou reproduire ce qu'elle a pu faire, mais justement savoir apprécier la femme qu'elle est, la maman qu'elle est, et surtout nous accepter, parce que ce ne sera jamais maman seule, ce sera avec nous. Est-ce qu'on peut dire à ces hommes d'oser faire sortir maman de sa carapace? Oui. Bon, déjà, s'il est chrétien, parce que... Non, vas-y, c'est free. C'est la base chez nous, c'est la base. Dieu, c'est la base. Donc, s'il est chrétien, nous, on l'accepte les bras ouverts. Et s'il est capable de s'occuper de ma mère, là, c'est comment dire, même le lot.
Mais s'il est capable de s'occuper de ma mère, qu'elle ne manque de rien, qu'elle ne pleure pas. Mais si ma mère pleure, je vais l'envoyer en prison. C'est très important qu'elle ne pleure pas. Voilà, qui rend aussi maman heureuse. Moi, je vais revenir sur ce que ma soeur a dit. Honnêtement, elle a déjà beaucoup pleuré, elle a déjà beaucoup souffert. Et maintenant, c'est le moment de son bonheur. Donc, si c'est qu'il y a un homme qui arrive, c'est pas pour qu'elle pleure encore, c'est pas pour qu'elle souffre encore, mais c'est pour qu'elle trouve en lui son bonheur. C'est pour qu'elle devienne encore la meilleure version d'elle-même. Voilà. C'est dit. Et je pense qu'il n'y a personne. Les mots sont à leur place et je pense que vous êtes mieux placés. Et vous allez donner au monsieur que nous, on sait, viendra, vous avez dit fin d'année, on sait que Dieu, puisque vous y croyez, exauce toujours les vœux des enfants. Voilà, et c'est elle, vous deux, vous serez là, au premier rang pour la dot. Bien évidemment. Je vais prendre 2 millions dans la dot. Ok. C'est bien. On sent que toi, tu es une femme d'affaires. Non, mais c'est bien, j'adore. Parce que de vous deux, je pense que tu es fière. Et celle qui est un peu plus, par rapport à Ciel-Ange, qui est un peu plus posée, et la photocopie de maman. Et si aujourd'hui, on pose toujours cette question, hein, papa revenait, mea culpa, je suis désolée. Déjà, comme la Bible enseigne le pardon, déjà on pardonne. Mais on ne va pas ignorer le fait que son absence, déjà pour moi c'est pas un vide. Donc son absence et sa présence, ça faisait d'abord rien avant et ça va toujours rien changer. Donc moi ce que je vais dire c'est que le pardon est essentiel. Donc je vais pardonner. Mais ma mère mérite d'être heureuse. Mais si c'est le choix de Dieu, si c'est le choix de Dieu et que moi je sais que c'est le choix de Dieu, il va revenir. Mais si ce n'est pas le choix de Dieu, là, nous tous on sait, la porte est ouverte. Waouh. Ciel-Ange. Par rapport à moi, s'il revient, honnêtement, comme ma soeur dit, la Bible enseigne le pardon. Mais après, je ne suis pas tellement triste qu'il soit parti parce que la Bible dit que toutes choses concourent bien à ceux qui aiment Dieu. Donc, il a fallu qu'il parte pour qu'elle soit la femme forte qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Et que s'il revienne aujourd'hui, on va pardonner, mais pour nous, parce qu'on parle d'habitude de ça, mais pour nous, ce sera un peu compliqué de reprendre avec lui. Ce sera vraiment, ça va prendre tellement de temps de continuer avec lui. Vraiment, Non, mais c'est sans jugement. Hein. Vous le faites comme vous le sentez. Ciel-Ange, à quel âge aujourd'hui? J'aurai 20 ans en décembre. Waouh, le bel âge. L'âge où on s'autorise tous les rêves. Et toi, Tessie? J'aurai 16 ans le 14 octobre. Chapeau, t'es en terminale. Moi, en terminale, je n'ose pas dire quel âge j'avais. Oh my goodness. En terminale, je te le dis quand même à toi. Et j'avais déjà échoué, mais ne reproduis pas mon schéma. Bon, l'échec, c'est juste un virage. Donc, l'échec fait partie de la vie. Wow. En plus, elle est philosophe. Oh my goodness. On dit merci à Jeanne parce que là, c'est finalement, vous avez reproduit des mini-vous, même si vous les avez portés, des mini-vous dans la façon de voir la vie, dans la façon... Et je pense qu'elles sont bien parties pour être ces femmes fortes, ces femmes résilientes dont l'Afrique en a besoin. Vous êtes d'accord avec moi, Sylvie? Je peux dire quelque chose? Oui. Je veux aussi dire merci à mon père. Non, oui, mon père, parce que... Et surtout merci à Dieu, parce que mon père était comme un canal qu'on a utilisé pour me créer. Hein. Voici. C'est ce qu'il y a de formidable dans cette émission. Elles se suivent et ne se ressemblent pas. Et je pense que ça fait partie des meilleures émissions. Et vous êtes des invités qui marquent.
Parce que je suis sûre qu'au-delà de l'empathie, au-delà de ce qu'on a pu apprendre de cette capacité de résilience qu'est la vôtre, vos filles et vous, on finit par se dire la vie mérite d'être vécue et on ne devrait pas s'attarder sur des échecs, mais trouver le moyen d'avancer malgré tout et de continuer de croire en l'humanité. En tout cas, c'est ce que vous faites. Et je pense que vous chantez très bien, Ciel-Ange. Oui. Est-ce qu'il y a un message avec un air de musique pour maman avant qu'on ne se quitte? Elle avait écrit un truc. Oui, vous pouvez chanter à 3 parce que vous avez souvent des vidéos sur TikTok où vous le faites à 3. Au-delà de danser ensemble, vous chantez aussi ensemble. Est-ce que ça peut se faire ici? Oui, oui, tout le monde ce que... You have the floor. Tout ce que tu fais dans nos vies, nous t'aimons, Seigneur. Tu as bouleversé même nos ennemis. Nous t'aimons, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Pour tout ce que tu fais dans ma vie. Nous t'aimons, Seigneur. Tu as bouleversé même nos ennemis. Nous t'aimons, Seigneur. pour tout ce que tu fais dans nos vies. Pour tout ce que tu fais dans nos Nous vies. t'aimons, Seigneur. Aujourd'hui, savons comment te le dire. Nous t'aimons, Seigneur. J'ai jamais conclu une émission comme ça, mais bon, oui, je suis émue, j'ai découpé les oignons pendant que vous chantiez. Jeanne-Claire, en fait, votre histoire est l'histoire de plusieurs femmes et je pense qu'elles sont nombreuses à se retrouver dans votre parcours. Merci pour la force, merci pour l'exemple que vous êtes. Et je pense que notre société a besoin de modèles comme vous. Je parle en étant foncièrement émue. Ciel-Ange, merci d'avoir accepté de préparer cette émission avec nous. Tessie, merci. Parce que pour être sur ce plateau, il a fallu que tu n'ailles pas à l'école, mais tu tenais à être là. Maman, nous nous présentons des excuses pour cela, parce que vous n'étiez au courant de rien. Martial. Merci Adrienne, émission thérapeutique. Sylvie Kobe. Je vais dire merci de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai appris, je sors ici riche en enseignement et j'aimerais également lui dire merci de nous avoir ouvert le chapitre de sa vie, plusieurs chapitres de sa vie, de nous avoir permis de plonger et de vivre ses émotions. Je pense que nous tous nous avons découpé les oignons aujourd'hui, c'était pas facile, mais on sort de là avec un enseignement. Et puis elle nous a ouvert son cœur, elle a été vraie, elle a été elle-même. Son récit est certes touchant, mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'à la suite de cela, c'est comme un phénix, elle a pu ressortir de ses cendres et puis elle s'envole, elle est dans son plein envol et puis elle tient sous ses ailes ses deux filles. Je pense qu'on va se retrouver 5 ans, 6 ans plus tard, on va avoir un directeur général d'une société, on va avoir une grande communicatrice, parce que je vois bien ses élans de communicatrice. Je pense qu'elle n'est qu'au début de l'ascension de la montagne qu'elles sont en train de gravir toutes les deux. Et moi, c'est que j'aimerais dire que leurs géniteurs, j'espère qu'ils vont rester bien cachés où ils se trouvent et qu'ils ne vont pas venir perturber leur harmonie, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que quand on a déjà fait ce travail qu'elle est en train de faire, vous allez voir du jour au lendemain quelqu'un débarquer et puis venir réclamer des prétendus droits. Et tant que, voilà. Elles ont la tête bien posée sur leurs épaules, droite dans leur botte, elles savent ce qu'elles veulent. Et je tiens à préciser pour nos téléspectateurs que Jeanne-Claire prépare un livre, justement. Oui, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que c'est lorsque j'aurai totalement accompli ma mission que... Parce que je ne vais pas commencer un livre que je ne vais pas terminer. Mais c'est un livre qui me tient vraiment à cœur, Le sacrifice d'une mère. Et un monsieur m'a proposé la dernière fois de faire ça sous forme de film, donc de raconter avec les acteurs et tout le reste. Et puis je lui ai dit, ok, je vais y réfléchir, parce que je pense que j'ai une histoire à raconter. Je pense que
ce que j'ai vécu. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui vivent pareil. Et mon histoire peut vraiment inspirer une fille qui traverse les mêmes situations par lesquelles je suis passée. Et ce n'est pas encore fini, comme j'ai l'habitude de dire. Step by step, voilà. On écrit... Un pas après l'autre. Oui, à trois. Ce que vous venez de dire, elle me l'a dit hier. Un pas après l'autre. Voilà. Donc, step by step, on écrit notre petite histoire, notre belle histoire, qui certainement se soldera par beaucoup de belles choses. Moi, je vois déjà la fin. Vous avez déjà fait la moitié du chemin, donc ce sera le bonheur. Oui, donc, j'ai un petit message à passer à tout le monde. Mon message, c'est... Asia, tu connais, non? Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Nous y sommes ici, c'est grâce à Dieu. Et tout a commencé grâce à Dieu et tout va finir grâce à Dieu. Donc le message que je vais vous passer, c'est de donner vos vies à Jésus le plus tôt possible. Parce que, surtout aux jeunes, parce que servir Dieu, eh bien oui, on sait, mais servir Dieu étant jeune est encore plus meilleur. Voilà, merci. Voilà, et Tessie qui conclut cette émission de façon parfaite. Après ça, vous croyez que je